Chapitre 4. Le fleuve et le pacte. Cabine de navigation du voile de Zéphirium. Nuit sur la Seine. La lumière est basse dans la cabine. Juste une lampe, ambrée, accrochée à une poutre, assez pour lire les instruments, sans éblouir les yeux. Au dehors, la nuit a avalé les paysages, ne laissant que le ruban argenté de la Seine qui serpente comme une bête tranquille sous la nef. Je m'assieds sans bruit sur le banc du copilote. Le cuir est froid, l'air aussi. Le Zeph avance à peine, doucement, presque en apnée. Après des heures passées dans le poumon de la nef, ce silence-là a quelque chose d'irréel. Aéric ne se retourne pas. Il tient la barre légère, un doigt posé seulement, comme si toute la nef dépendait de la précision de ce geste. Je n'ose pas parler. Il finit par rompre le silence lui-même. « Tu ne devrais pas être là ?» Il ne le dit pas durement, juste, comme un constat. Je n'arrivais pas à dormir. Il hoche la tête sans me regarder, les yeux sur les voiles qui frémissent dehors, éclairés par un reste de lune. Pendant quelques secondes, on n'entend que le souffle régulier des cuves, amorti par les parois. Un écho du conte du renard me traverse encore. Écouter ce qui est, pas ce qu'on voudrait entendre. Aéric parle enfin. Le fleuve est plus sûr la nuit. Il pointe du menton vers les rives sombres. Moins de contrevent, moins de turbulences. Il nous guide. En revanche, hors de question de vider les batteries pour rien et d'arriver sur l'îlot de nuit. Ce soir, c'est repos, pour tout le Zeph. Je regarde le coude brillant de la Seine. Par moments, on voit la carcasse d'un vieux pont ou les restes d'une ville engloutie dans les arbres. Des lumières faibles, isolées, trahissent la présence des rangs. Papa, le mot sort tout seul. Je me reprends. Capitaine, pourquoi est-ce que cette mission est si importante? Tu aurais pu continuer, chercher encore le cumulonimbus. Il ne répond pas tout de suite. Il ajuste légèrement la barre, comme s'il réfléchissait à la manière de dire les choses. Tu connais le pacte. Sa voix est basse, presque fatiguée. Pas vraiment, seulement ce que tout le monde raconte. Un accord entre les overnautes et les techs pour que... Je cherche. Pour que tout fonctionne? Il pousse un léger soupir, pas d'agacement mais de résignation. Ce que tout le monde raconte, ce sont des contes. Peut-être même de bons contes, mais ça ne suffit pas pour comprendre. Il s'appuie un peu plus contre le dossier du fauteuil, sans quitter la route des yeux. Le pacte, Lessia, ce n'est pas une promesse, c'est une dette. Sa voix se durcit d'un fil. Une dette que les overnautes ont envers le monde d'en bas, et que le monde d'en bas a envers nous. Je fronce les sourcils. Pourquoi une dette? Il montre la Seine, le noir, les ruines. Parce qu'il fut un temps où les gens d'en haut et les gens d'en bas ont failli s'effondrer ensemble. Les techs ont sauvé ce qu'ils pouvaient sauver, les châtelains ont gardé ce qu'ils pouvaient garder, et nous... Il marque une pause. Nous avons permis que quelque chose continue de circuler. L'air léger, les routes, les convois, tout ça commence à prendre sens dans ma tête. Alors, si le Zeph ne fait pas sa mission, je murmure, quelqu'un d'autre doit compenser. Ou quelque chose casse, ou quelqu'un souffre. Il finit par tourner la tête vers moi. Ses yeux sont fatigués. Plus que je ne l'ai jamais vu. Le cumulonimbus manque. Ça déséquilibre déjà les routes. Le pacte n'aime pas l'imprévu, Lessia. Il nous observe. Il compte sur nous. Je déglutis. Tu as peur d'une sanction?
Pas pour moi. Il secoue doucement la tête. Pour le Havre, pour les domaines, pour les errants. Le pacte, ça n'existe pas sur du papier, ça existe dans la manière dont on honore les routes. Si on faillit, c'est toute la chaîne qui souffre. Je regarde le fleuve. Il reflète la lune comme une lame fine. Un moment passe. Aéric reprend. Tu es apprenti maintenant. Ça veut dire que tu dois comprendre les choses qu'on ne dit pas à table. Il baisse la voix encore. Le pacte nous protège, oui, mais c'est un protecteur exigeant. Les techs n'oublient jamais un retard. Les châtelains n'aiment pas perdre une livraison. Et les errants, eux, ils payent les erreurs des autres avec leur ventre. Sa main se crispe un instant sur la barre. Alors, on vole, on continue, même avec la peur, même dans le noir. La nef gronde légèrement. Un courant froid traverse la cabine. Je chuchote. Et si on ne retrouve jamais le cumulonimbus? Il ferme les yeux une seconde, juste une. Quand il les rouvre, ce n'est plus mon père qui me regarde, c'est le capitaine. Nous sommes un peuple de guerriers. Nous n'avons pas toujours été le peuple des rails et des airs. C'est le pacte. Quand les techs se sont lassés de nos assauts sur leur convoi, quand ils ont compris qu'ils ne pourraient pas facilement nous exterminer, ils nous ont proposé un deal. Un vieux deal qui avait déjà été signé il y a très très longtemps. Notre travail en échange de ressources et d'un territoire. Les nimbus ont disparu, certes, mais ils ne sont pas démunis, garde confiance. Nous, en revanche, on doit tenir les engagements de nos ancêtres. Il marque un temps, une respiration, vérifie les instruments d'un œil expérimenté. Sinon, le pacte se fissurera, et rien n'est plus dangereux qu'un système fissuré. Il pose doucement sa main sur le bois de la console, comme pour calmer le Zeph lui-même. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, on tient notre route. Je hoche la tête. Le Zeph avance, lentement, sûrement, au-dessus du fleuve argenté. Une nef minuscule dans un monde trop vaste. Je sens la responsabilité se déposer sur mes épaules. Pas une charge lourde, pas encore. Plutôt une ceinture. Une qui serre doucement pour rappeler qu'on appartient à quelque chose de plus grand que soi. Aéric murmure. Va dormir, Lessia. Demain, tu découvriras l'îlot. Je reste assise encore un instant pour regarder le fleuve disparaître sous les nuages. Puis je me lève, et avant de partir, je murmure. Bonne route, capitaine. Je ne sais pas si c'est la lumière ou le reflet du fleuve, mais j'ai l'impression qu'il sourit. La soute est presque noire quand je descends l'échelle. Seules quelques lampes de veille dessinent des halos pâles sur les cuves, comme des lunes captives. Le Zeph dort, ou fait semblant. Tibor, lui, ne fait pas semblant. Il ronfle. Pas un petit ronflement discret, un ronflement long, continu, qui ondule comme un vieux moteur mal réglé. Je retiens un sourire. Il a calé son hamac entre deux renforts, au plus près des cuves, exactement là où il peut tout entendre, même en dormant. Je me glisse dans le hamac qui m'attend un peu plus loin, tendu entre deux côtes. Le tissu grince légèrement sous mon poids. Le ronflement cesse immédiatement. Tibor souffle. Mauvaise technique d'entrée. Tu as réveillé toute la soute. Je sursaute. Tu dormais? Évidemment que je dormais, je dors toujours, mais je dors à l'oreille, ce n'est pas pareil. Je me retiens de rire. Il parle dans le noir, sans bouger, comme s'il rêvait tout haut. Alors, petite renarde, je devine le sourire dans sa voix. Impatiente pour demain? L'îlot, les techs, les lumières, le vacarme silencieux, tout ça? Je sens mon ventre se nouer et s'ouvrir à la fois. Je crois, un peu, beaucoup. Je sais pas vraiment.
Normal. Les techs, ça fait toujours cet effet-là la première fois. On ne sait jamais si ça va nous avaler ou nous applaudir. Je fronce les sourcils dans le noir. Tu les aimes bien? Moi? J'aime tout le monde. Il renifle. Enfin, presque tout le monde. Les techs, ils sont utiles, efficaces, précis, froids comme des cuves neuves. Mais honnêtes. C'est important l'honnêteté, même quand elle fait mal aux oreilles. Je pense à Eric, à ce qu'il vient de m'expliquer. Je murmure. Le pacte? Tu le connais bien? Les câbles de son hamac grincent. Il a dû tourner la tête vers moi. Ah, le pacte. Sujet sérieux, ça. Fondation de notre monde et fondation de nos ennuis. Ton capitaine t'en a parlé? Oui, mais je crois qu'il n'a pas tout dit. Évidemment qu'il n'a pas tout dit. Il dit rarement tout. Il soupire, amusé. Je ne sais plus si je suis devenu bavard parce qu'il est un grand taiseux ou s'il est devenu taiseux parce que je parle trop. Je laisse échapper un petit rire. Peut-être que tu es simplement bavard parce que tu passes beaucoup de temps seul dans la soute? Je réfléchis encore. Ou peut-être que tu parles autant que les autres, mais moins souvent. Une idée me traverse. Ou alors, peut-être que tu as plus à dire. Ou que tu écoutes plus. Le silence se fait. Un vrai, un lourd, un qui ressemble à un sourire. Puis Tibor dit doucement. Tu progresses, petit renard. Oui, le pacte, c'est ça. Une affaire d'écoute. Une vieille musique qui tient debout seulement parce que chacun joue sa partition. Les techs, les châtelains, nous. Il remue dans son hamac. Quand il reprend, sa voix a changé. Plus lente, plus grave, presque ancienne. Tu verras demain. Paris. Il ricane doucement. On dit l'îlot technophile maintenant. Mais Paris, c'était son nom d'avant, quand c'était une ville comme les autres, posée sur la terre, pleine de bruit, de voitures, de gens pressés. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un noyau brillant, une ville verticalisée, compacte, pensée comme une seule machine géante. Nos amis tech aiment ça, les choses qui fonctionnent, parce qu'on les a rendues simples, élégantes, calculées. Il m'imite d'une voix moqueuse. Pourquoi ils s'appellent les techs? Puis il répond, sans attendre. Parce qu'ils ont fait un choix. Pas seulement d'aimer la technologie, de s'y consacrer, de laisser les machines, les systèmes, les algorithmes organiser leur monde. Pour eux, le désordre, c'est la fin de tout. Ce sont des bâtisseurs de certitude, des gens qui pensent qu'on peut éviter le chaos à force d'ingénierie. Ils ont peut-être raison, parfois. Il renifle, secoue le hamac comme un vieux chat. Les châtelains, c'est différent. Ils ne construisent pas le monde, ils construisent l'ordre dans le monde. Pas avec des machines, avec des gens, avec des règles, avec des titres, des domaines, des responsabilités. Avant, on aurait dit noble ou tyran, c'est selon. Aujourd'hui, ils gèrent les terres, les ressources, les routes du bas. Ils protègent, dirigent, transmettent. Certains sont justes, d'autres moins. Mais ils tiennent leurs promesses. Et c'est pour ça qu'on les respecte. Je sens ma respiration ralentir. Tibor raconte comme on tricote, sans s'arrêter, sans se perdre, en tirant un fil qui semble infini. Puis sa voix baisse. Et nous? Nous ne sommes rien de tout ça. Les overnautes qu'ils nous appellent. Un nom propre, presque doux. Mais pour eux, nous venons d'un mot plus fruste. Les affamés. Un silence. Pas seulement parce qu'on manquait de nourriture, parce qu'on manquait de but, de sens. Je frissonne. Tibor continue. Tu le sais déjà, mais pas comme une adulte. Notre peuple n'a pas toujours volé ni chanté sur les rails.
avant le pacte. Nous étions des errants d'un autre genre, rapides, rusés, dangereux. On prenait ce qui passait, on attaquait les convois, on survivait comme la tempête survit, en détruisant ce qu'elle croise. Les Tecs nous voyaient comme une anomalie, les châtelains comme une menace. J'imagine, très loin, un peuple sans route, sans règles, sans transmission. Et puis, un jour, dit Tibor d'une voix presque tendre, quelqu'un a proposé un marché. Les Tecs ne voulaient pas continuer un mécanisme coûteux et inutile, les éloignant de leur propre ville. Les châtelains se sont rappelés de la Normandie, des invasions vikings, et ont vu nos pauvres nefs comme les dracars des fiers guerriers du Nord. Alors, le pacte est apparu, un vieux traité dépoussiéré. Vous circulez, vous surveillez, vous reliez. En échange, nous vous nourrissons, nous vous équipons, nous vous laissons respirer. Il tape doucement sur une cuve. C'est pour ça que nous sommes devenus qui nous sommes. Pas par vocation, par transformation, par intelligence peut-être, par nécessité sûrement. Puis, avec un soupir à moitié moqueur, les Tecs disent que nous sommes des gens fiables parce qu'ils nous ont éduqués. Les châtelains disent que nous sommes devenus civilisés grâce à eux. Et nous savons que c'est faux. Je chuchote. Pourquoi faux? Et Tibor, avec un air calme, clair, répond. Parce que la non-violence n'est pas dans notre nature. Elle est dans notre choix, dans notre discipline, dans nos routes, dans nos traditions. Ce qui fait un overnaut, petite renarde, ce n'est pas la douceur, c'est la maîtrise. Un long silence coule entre les cuves. Il ajoute enfin, presque un murmure. Voilà ce que ton capitaine ne t'a pas dit. Et voilà pourquoi le cumulonimbus manque. Pas parce que des gens fragiles ont disparu, mais parce que des gens dangereux ne répondent plus. Et ça, les Tecs et les châtelains s'en inquiètent autant que nous. Il tapote doucement sa cuve, presque en caresse. Si un seul déraille, tout le monde tombe. Je ferme les yeux. Le souffle de la soute est lent, chaud, régulier. Tu crois qu'on retrouvera le cumulonimbus? Demandai-je, dans un souffle. Je crois... Il bâille très longuement. Qu'une nef ne disparaît jamais vraiment. Elle se tait, et un jour, quelqu'un l'entend. C'est pour ça qu'on apprend à écouter. Voilà, fin de la leçon. Je me tourne dans mon hamac. Tu vas te rendormir? Je suis déjà endormi. Une pause. Il ne bouge plus. Sa petite moustache doit frémir encore un peu, comme une antenne qui capte les rêves. Il semble minuscule dans son hamac, maigre comme un fil, paisible comme une tortue, déjà à moitié du côté du sommeil. Le Zeph respire autour de nous, les cuves respirent, Tibor aussi. Je ferme les yeux. Demain, Paris m'attend, et le monde avec.